Salut à tous. Habituellement, mes vidéos sont plutôt axées sur l'exploration de données, dans le but d'en tirer des stratégies d'investissement. Actuellement, j'ai quelques projets qui sont en cours, mais ils prennent un peu de temps à se concrétiser. Et en attendant, j'ai décidé de vous présenter l'un des outils que j'utilise presque au quotidien. Donc il s'agit d'un modèle de portefeuille qui me sert un peu de tableau de bord pour suivre mes investissements actuels ou potentiels, prospectifs. Et j'ai différents modèles en fonction de ce que je souhaite mettre en avant, mais celui-ci, enfin celui que je vais vous présenter, regroupe les principales fonctionnalités. Donc ce tableau de bord, celui que je vais vous présenter, donc répond à mes besoins et à ma vision des indicateurs de suivi d'investissement, mais il est tout à fait possible de le personnaliser selon vos préférences. En ce qui concerne la plateforme utilisée, donc même si Excel est sans aucun doute un outil très puissant et parfaitement adapté pour faire ce type de travail, j'ai choisi de créer ce portefeuille sur une Google Sheet. Alors c'est l'équivalent en ligne d'Excel. Alors c'est principalement pour des raisons de disponibilité. Il est beaucoup plus pratique de consulter une feuille en ligne que d'avoir besoin d'un écosystème Microsoft comme Excel ou une suite Office pour faire ce type de travail. Alors, bien entendu, ça nécessite d'avoir un compte sur Google, mais ça, je pense que la plupart d'entre vous doivent en avoir un. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est totalement gratuit. Pour ceux, malgré tout, qui souhaitent travailler avec un portefeuille sous une plateforme telle qu'Excel, bon, la transition n'est pas très complexe et ne devrait pas poser de problème majeur. Donc là, je vous ai fait un résumé des principales fonctions. Alors, comme il s'agit d'un portefeuille, bien évidemment, on a la possibilité de sélectionner des lignes de portefeuille de différents types d'actifs financiers. Alors, ça peut être des actions, des obligations, des matières premières, mais pas mal d'autres produits également. On a là également tout à fait naturellement la possibilité de faire des calculs de gains, de pertes latentes sur l'intégralité du portefeuille et également pour chacune des actions, avec des indications journalières. On a le suivi des cours qui est actualisé au rythme de ce que permet une Google Sheet, donc c'est toutes les 15 à 20 minutes. On a le calcul à la taille des positions en fonction des stop-loss, donc ça c'est un outil que j'utilise beaucoup. Alors c'est quelque chose qui peut être adapté, alors c'est en fonction de votre aversion au risque et de la taille de votre portefeuille. Ensuite, on a un affichage de la répartition sectorielle, donc ça permet de voir dans quelle mesure votre portefeuille est diversifié. Et on a également la possibilité de voir la corrélation des actifs qu'on a dans notre portefeuille par rapport aux indices qui sont bien souvent les indices de référence de vos actifs intégrés dans votre portefeuille. Donc en indice, là je dois avoir le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Et on a la remontée des principales données fondamentales que sont la capitalisation, le PER pour Price Earning Ratio, donc c'est le ratio de la capitalisation sur le bénéfice. Et on a le earning per share, donc en français c'est le bénéfice par action. Et on a également, j'ai intégré le calcul du bêta qui s'appuie sur le S&P 500. Alors ça, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter une vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet-là qui permet de faire le calcul du bêta et de l'alpha sur une Google Sheet, sur un indice tel que le S&P 500. Ok, donc là on va rentrer un petit peu plus dans le concret en regardant un petit peu de quoi est composé ce portefeuille. Donc là je vais décrire un peu tous les champs. Donc on va commencer par ce champ-là, donc c'est le capital injecté. Donc le capital injecté, c'est typiquement les sommes que vous déposez chez votre broker. Donc là par exemple, on a déposé d'abord une première somme de 5 000 euros, et ensuite on a déposé 5 000 euros. Et si on dépose encore autre somme, bah, automatiquement bien entendu ça va s'incrémenter. Ensuite ici, on a la perte maximum acceptée. Donc là je l'ai mis de 0,1%, mais typiquement c'est plutôt 1%. Donc le 1% va définir le montant maximum de pertes acceptées qui est calculé juste à côté. Alors ce calcul se fait en faisant le produit de cette perte maximum acceptée en pourcentage multiplié par non pas le capital mais le portefeuille, la valeur actuelle du portefeuille, c'est-à-dire cette valeur-là. Donc on passera sur ce champ juste après. Ici j'ai besoin pour faire mes calculs de nombre de parts achetées par action par rapport au stop loss qu'on a positionné, également du coût broker. Donc j'intègre le coût broker. Donc moi chez De Giro, le coût broker est de l'ordre de 2 euros. Bon, chez De Giro, donc c'est de l'ordre de 2 euros, et Interactive Broker, c'est un peu moins cher, c'est de l'ordre de 1 euro. Bref, c'est quelque chose qui est complètement paramétrable, donc ajusté ici.
Ensuite ici, vous avez la date d'ouverture du compte. Alors, petite utilité, alors moi comme vous l'avez remarqué, j'ai la version anglo-saxonne de Google Sheet. Alors j'aime bien programmer dans le langage natif de l'application parce que ça m'évite bien des problèmes au niveau de la programmation. Mais il y a quand même quelques collatéraux, c'est qu'en fait ici vous avez le mois et le jour qui sont inversés. Donc là par exemple on est le 1er octobre, donc on a le 10 qui arrive en tête et ensuite le 1 de l'autre côté. Voilà, alors pour ceux à qui ça pourrait poser un problème, je pense que pour revenir en mode normal, il suffit simplement ici de se positionner en mode français. Et puis je pense que les formules seront adaptées. Voilà, ici vous avez sans surprise la date du jour, donc c'est tout dé. Juste avant d'aller plus loin, une petite convention au niveau des couleurs. Tout ce qui est en noir, ce sont des champs qui doivent être saisis. Tout ce qui est en bleu, c'est des champs qui sont calculés. Et quand c'est en rouge, c'est des warnings. Donc on verra ça juste après. On continue dans la description des champs. Ici, on a le montant non investi. Alors le montant non investi, comme son nom l'indique, c'est du cash qui est sur votre broker et qui ne travaille pas. Donc typiquement, si on prend 2 gyros, c'est ce qu'il y a ici dans l'espace libre. Voilà, c'est le compte du fiston. Donc on voit ici l'espace libre, on voit la plus-value, etc. Et puis le total du compte. Ici, on a le montant investi. Alors, le montant investi, c'est trade cumul. Donc, j'utilise beaucoup des mots-clés. D'ailleurs, investi, vous voyez ici, là, le montant investi, c'est typiquement le nom de la cellule. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour s'y repérer. Donc, trade cumul, on voit, c'est la case qui est ici. Donc, ça s'appelle bien trade cumul. Et c'est la somme de tout ce que vous avez en dessous. Voilà. Donc, c'est la somme du montant de chacune des lignes avec perte ou gain associé. Voilà, ensuite ici vous avez le total portefeuille, sans surprise c'est la somme des deux, investi plus non investi. Ensuite vous avez l'exposition. L'exposition c'est le montant investi donc qui tourne, qui est positionné sur des actions, des obligations, enfin bref, des titres de manière générale divisé par le cumul du portefeuille. Donc ici on peut voir par exemple qu'on est exposé à hauteur de 80% de son portefeuille. Ici, vous avez le gain latent. Alors, le gain latent, c'est PV cumul. Si on regarde PV cumul, il est là. Et si on regarde PV cumul, il fait la somme de tout ce qui est situé en dessous, sous réserve qu'il y ait quelque chose dedans. C'est pour ça qu'il y a un supérieur à 0 ici. Voilà. Ici, vous avez le gain par rapport à la somme investie. Donc, c'est le 70 divisé par le 9919 qui est ici. Donc, ça nous fait un gain de l'ordre de 1,72% par rapport à l'investissement. Ici, vous avez la durée en jours pendant lesquels vous avez réalisé ce gain. Donc la fonction clé, elle est là. C'est div-date entre la date d'ouverture du compte et la date courante. Alors ça, bon, ça peut être un peu discutable parce que là, vous n'avez pas forcément acheté toutes vos actions à la même date. Donc là, vous pouvez imaginer de faire une moyenne des dates qui correspond à chacune de vos prises de position. Bon voilà, après tout ça c'est adapté en fonction de ce que chacun souhaite. Voilà, et donc ici vous avez le calcul donc là en jours, et ensuite ici vous avez le calcul en mois, donc là j'ai juste simplement divisé par 30, hein, c'est approximatif. Ici vous avez le gain par rapport au portefeuille, donc là pour le coup on fait référence au capital, donc on prend le cumul du portefeuille, on divise par le capital, et ça nous donne en fait ce gain, donc 24%, donc on voit bien que c'est le gain. Voilà. Ensuite ici vous avez le nombre de titres. Alors le nombre de titres c'est tout simplement le nombre de fois où je vois un ticker, où je vois le ticker. Alors j'aurais pu prendre bourse, date, etc. Bref, ça me donne le nombre d'assets. Alors ensuite, si on prend les champs qui sont juste en dessous, alors pour sélectionner un titre, on a dit tout ce qui est en noir c'est ce qu'il faut rentrer. Donc là par exemple, on va prendre ici, enfin, peu importe. Ok, là par exemple, imaginons on n'a rien sélectionné. Donc là il va falloir rentrer une date. Ok, ensuite là je rentre le ticker et ensuite je rentre la bourse qui lui correspond. Donc là je sais que c'est Citigroup, c'est sur la bourse américaine, le NYSE. Voilà. Donc à partir de ça, tous les champs qui peuvent être remontés automatiquement vont l'être, donc c'est les champs qui sont en bleu.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est où trouver en fait le ticker et le nom correspondant à la bourse. Alors, comme c'est un outil qui a été créé par Google, bah, le mieux c'est d'aller voir sur Google Finance directement. Donc là, par exemple, on a vu que c'était Citigroup. Alors, Citigroup, voilà, je le sélectionne, et là, vous retrouvez en fait la bourse, et vous retrouvez le ticker. Alors si par exemple j'avais choisi AMD, AMD je sais que c'est le Nasdaq, bon d'ailleurs c'est même pas la peine d'aller plus loin, vous le voyez là, voilà. Donc là il suffit de recopier Nasdaq, vous le positionnez dans le champ qui est intitulé bourse, et AMD vous le positionnez dans le champ qui est intitulé donc ticker. Ok, donc voilà pour aller chercher ces champs-là, donc ça c'est les champs à saisir, vous l'avez fait. Autre chose qu'il faut saisir, c'est le secteur financier. Alors pour trouver le secteur financier, malheureusement, alors avant de chercher le secteur financier, on va juste regarder comment est remontée la société. Parce qu'elle fait appel à une fonction qu'on va énormément utiliser, qui s'appelle Google Finance. À partir de Google Finance, on peut aller chercher énormément d'informations. Et Google Finance fonctionne, justement c'est pour ça qu'on avait besoin du ticker et de la bourse, a besoin du ticker et de la bourse, donc il faut faire une concaténation des deux et séparer par un 2 points pour qu'il puisse trouver l'actif correspondant. Et là, vous avez un mot-clé qui vous dit ce que vous voulez remonter. Donc là, en l'occurrence, on veut remonter le nom de la société, donc name. Donc c'est comme ça justement qu'il va me remonter Citigroup. Alors, on arrive sur le secteur. Alors le secteur, par contre, je ne peux pas le remonter automatiquement, sauf si quelqu'un trouve la solution. Et Google Finance, vous n'avez pas moyen d'accéder au secteur. Donc le secteur, il faut le rentrer à la main. Alors c'est pas très compliqué. Si, on va prendre par exemple le lot. Si on veut aller chercher le secteur qui correspond au lot, donc là du coup, il faut aller chercher sur Yahoo Finance. Vous tapez lot ou directement le nom de la société. Alors on va mettre lot, ce sera mieux. Voilà. Là, vous avez le nom de la compagnie, vous sélectionnez, vous allez dans Profil, et là, vous trouvez que c'est un consumer cyclique. Alors vous avez le secteur et le sous-secteur. Donc moi, je me suis limité au secteur, mais bon, rien n'empêche de faire évoluer le système pour avoir des choses un peu plus fines. Donc voilà, vous récupérez ce champ-là. La monnaie, elle est remontée automatiquement, toujours à l'aide de la fonction Google Finance avec le mot-clé currency. Le prix courant, idem, il est remonté automatiquement. Alors là, c'est price qu'il faut utiliser. Alors ensuite, à partir de là, ça c'est un champ noir, donc c'est le champ qu'il va falloir que vous saisissiez à la main. Vous sélectionnez en fait le nombre d'actions que vous souhaitez acheter. Ici, le montant acheté, alors moi je vais le chercher en automatique en fonction de la date que vous avez positionnée là. Mais si ce montant ne vous convient pas, vous avez acheté un peu plus cher ou un peu moins cher, ou c'était pas suffisamment précis, ben rien ne vous empêche de le rentrer à la main. Bon, vous allez écraser la formule qui est dessous, mais au moins vous aurez le prix qui correspond à ce que vous vouliez mettre. Voilà. Alors ensuite, vous avez ici le gain total. Alors là, bon, moi j'ai tout un tas de tests qui évitent d'avoir des NA, des erreurs, etc. Ce que j'appelle un peu les parcouillons. Mais en fait, le calcul pour le gain total se fait très simplement en faisant l'écart du prix d'achat par rapport au prix courant et en multipliant par le nombre d'actifs. Donc on voit un peu toutes les cases qui sont sélectionnées. Et je regarde également s'il s'agit de l'USD ou de l'euro. Alors s'il s'agit de l'USD, je fais de la transcription en euros pour avoir un résultat toujours spécifié en euros. Donc voilà. Pour calculer le gain en pourcentage, c'est un rapport entre les deux grandeurs, là, prix d'achat, prix courant. Voilà, et ensuite, ça c'est ce qui correspond au montant alloué pour cette ligne complète. Donc c'est le produit du nombre de titres achetés multiplié par, alors on va regarder justement, multiplié par le prix courant. Voilà, donc ce que vaut votre ligne aujourd'hui, si vous la soldiez, c'est le prix qui est là. Voilà, alors on continue sur la ligne. Alors là, vous avez le gain du jour. Pareil, là c'est Google Finance qui remonte ça en utilisant le change PCT. Donc là, ça vous donne le gain du jour. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vais repartir vers la fin. Voilà. Ici, on a le bénéfice par action, mot-clé EPS, earning per share. Voilà. Ici, pareil, la conversion en fonction du fait, en fonction si vous êtes en euros ou en USD, donc il y a une petite conversion qui s'opère. Voilà, ici vous avez le volume moyen, mot-clé volume AVG. Ensuite ici, vous avez le volume, ok, sans surprise, volume. Ici, vous avez le plus haut du jour. Ici, vous avez le plus bas du jour. Ici, vous avez les CAPI, qui est exprimé en milliards, donc j'ai divisé par 1 milliard. Et ici, vous avez des choses qui sont assez intéressantes du point de vue visuel. Enfin, moi, je regarde assez souvent pour voir un peu les tendances
des actions que j'ai en portefeuille. Donc là, j'ai la performance sur 1 mois, 6 mois et 5 ans. Alors pour faire ce type de graphique, il y a deux fonctions à utiliser. Alors, vous avez la Google Finance, comme d'habitude. Vous demandez un prix, et ce prix, vous le demandez sur une certaine période, une certaine durée. Donc moi, en l'occurrence, comme il s'agit d'un mois, je prends aujourd'hui et aujourd'hui moins 30 jours. Et alors, via un système de requêtage, je récupère le prix qui... je récupère, je récupère la case dans la table qui me remontait qui correspond effectivement au prix. Alors, je ne vais pas décrire l'intégralité de ces fonctions dans le détail. Là, en faisant un coup de Google, vous allez comprendre exactement comment fonctionnent ces fonctions. Donc là, on a vu Google Finance va me remonter le tableau de données. Et ce tableau de données, je vais le donner à manger à Sparkline, Sparkline qui, elle, donc cette fonction-là va me tracer la courbe. Alors, elle va me la tracer, donc, alors là, j'ai joué un peu sur les couleurs. Elle va me la tracer en rouge si ça descend et en vert si la courbe est plutôt en croissance. Voilà, et bien entendu, il y a quelques petits parcouillons. Voilà, donc là, on a vu, c'est sur 30 jours. Sur 6 mois, eh ben, ça va être sur 180 jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction Google Finance ramène un historique en jours. Donc après, il faut retranscrire pour avoir sur les périodes qui vous intéressent. Donc là, je voulais en 6 mois. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé 180 jours. Et sur 5 ans, bah, ce sera 1800, c'est-à-dire 10 fois ce qu'il y avait sur le 6 mois. Voilà. Alors ensuite, donc on a parlé du volume moyen du volume. Alors ça, moi, je les remonte parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça là. C'est-à-dire que j'aime bien voir dans la journée quel a été le trafic un peu sur les actions de mon portefeuille. Donc là, je vois par exemple que la Citigroup a pas mal trafiqué, donc il y a eu un volume qui a été plus important par rapport au reste. Il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus calmes, etc. Donc ça me donne une indication qui, moi, m'intéresse. Alors ensuite, le secteur financier, je crois que j'en ai pas parlé. Si je crois que oui, le secteur financier, pour atteindre le, si j'en ai parlé. Autant pour moi, excusez-moi. Alors, on va regarder maintenant les colorisations. Alors la colorisation là, ici, on est en rouge. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est une règle c'est une règle qui est positionnée au niveau du formatage conditionnel. Donc là, si on regarde, il y a un formatage particulier que vous pouvez. Alors si je me mets sur les bonnes cases. Alors, toc, si je me mets là par exemple, voilà, alors je me mets ici, là où il y a du formatage conditionnel, je vais chercher le format, voilà, puis là on trouve, voilà, il y a des formules, bon, enfin, bon, pareil, là, on va passer sur les détails. C'est si c'est inférieur à 0, bah, à ce moment-là, je colorise en rouge, sinon ça reste en la couleur naturelle. Donc voilà, donc tout ce qui est en dessous de 0, c'est en rouge, et sinon ça veut dire que vous êtes en perte, et en bleu, ça veut dire que bah, c'est une action qui évolue normalement. Alors, pour la colorisation, là, j'ai utilisé les dates pour savoir si la ligne présente une perte qui est supérieure à ma perte acceptée, acceptable. Donc c'est la perte qui est là. Donc si vous regardez là, par exemple, j'ai positionné une perte à 124 euros. Et si vous regardez la perte qui correspond ici, je suis à 131, donc supérieure à la perte acceptable. Donc c'est pour ça que je suis colorisé en rouge. Et si vous regardez la ligne qui est là, c'est également la même chose. J'ai une perte qui est de 233 euros. Alors que là, en fait, j'accepte 124. Donc c'est colorisé en rouge. Par contre, si vous êtes un petit peu plus serré au niveau des pertes acceptables, eh ben là, vous allez voir qu'il y a d'autres actions qui vont remonter. Bon, voilà, bon, 0,1% pour moi, ça me paraît pas tellement raisonnable. On va garder le 1%. Voilà, donc là, on a fait le tour des principaux champs. Maintenant, on va regarder un petit peu comment est calculé le stop loss. Alors, pour calculer stop loss, imaginons par exemple ici, j'ai pas positionné de... Bon, là, il y a un petit bug, il faudra que je le corrige. Hein. Il y a un petit 2 qui apparaît, parce que c'est pareil, dans les parcouillons, j'ai dû en oublier un autre. Je positionne à 0, et là, on va essayer de définir un stop loss. Donc, le stop loss, on va regarder la C, donc la Citigroup. Alors, on va regarder la Citigroup, où est-ce qu'on peut la positionner. Où est-ce qu'on peut positionner on va se mettre dans les stocks. Citigroup. Voilà, là, voilà. Donc on va regarder un stop loss qui pourrait être pertinent. Alors, clac, si je mets ça quelque part par là. Bon, voilà, quelque part par là. Bon, de toute façon, c'est juste pour l'exemple. Hein. On va se mettre un truc à 37. Voilà, 37, ça tombe rond. Donc là, je décide de mettre un stop loss à 37, alors qu'on est qu'à 41,43. Donc là, le système me calcule que je peux en acheter 24 pour tenir dans mes conditions de stop loss. Mes conditions de perte qui sont de 106 euros.
Donc si vous faites 24 multiplié par un peu plus de 4,43, vous allez voir, vous n'allez pas être loin justement de la perte maximum acceptable. Et à ce propos, justement, comment je calcule cette perte maximum acceptable? Eh bien, je prends la fameuse perte acceptable, j'enlève 2 fois la valeur des coûts broker en aller-retour. Donc si vous faites un achat, c'est qu'à un moment donné, vous ferez une vente, donc je les soustrais 2 fois. Et je divise par l'écart entre le prix courant et le stop loss. Donc ça me donnait une valeur qui ne va pas forcément être ronde. Donc du coup, je fais INT devant pour pouvoir l'arrondir et avoir des actions pleines. Parce que sur le Giro, aujourd'hui, je ne peux pas faire de fractionnement d'actions. Je pense que c'est pas trop le cas non plus sur Interactive Broker, quoique je pense que ça a dû un peu changer. Bref, ça me donne un nombre d'actions ronds à acheter pour que je tienne dans mes conditions compte tenu du positionnement dans mon stop loss. Donc ça c'est assez intéressant, je l'utilise beaucoup, comme ça je suis sûr que je suis toujours dans un pourcentage de portefeuille qui est raisonnable. Voilà, alors après si vous voulez rajouter une ligne, alors c'est très simple, hein, vous faites un copier-coller de la ligne, encore je crois que c'est même pas la peine de la copier parce que je pense que les lignes continuent derrière. Vous supprimez tout ce qui est en noir, parce que en fait c'est des choses que vous avez saisies. Et puis là, vous allez positionner une action. Alors par exemple là je vais prendre AMD. Alors on va dire que c'est du Nasdaq. Alors, il la trouve tout seul parce qu'il n'a pas besoin de Nasdaq. AMD ne doit pas exister dans plusieurs bourses, donc il n'a pas de souci pour la trouver. Sinon vous positionnez le nom de la bourse. Et là vous voyez, il y a le ticker qui remonte. Vous n'avez pas encore donné le nombre d'actions à acheter. Donc là c'est le petit bug qu'il faudra que je règle. Voilà, et puis ici, il va falloir regarder à quoi correspond, quel est le secteur. Alors, pareil pour le secteur, on va faire comme on a l'habitude de faire. On va voir MD, toc, on regarde son profil, et là, secteur, c'est sans surprise technologie. Donc voilà, donc on va supprimer cette ligne. Alors, maintenant, on va aller au bout du tableau, parce qu'il y a des choses supplémentaires qui sont réalisées. Alors, on va commencer par ici le bêta. Alors le bêta, on verra data compile, on verra que je calcule un certain nombre de data qui me sont utiles pour faire des calculs de corrélation. Le bêta, c'est le taux de corrélation avec un indice de référence. Donc là, typiquement, je pense que j'ai pris le S&P 500. Encore une fois, pour calculer ce bêta, je vous renvoie une vidéo que j'ai déjà réalisée sur cet indicateur. Alors, ensuite ici, j'ai repris le ticker. Alors j'ai fait carrément la concaténation pour ne pas avoir à le refaire par la suite. Voilà. Bon, ça c'est juste du bricolage interne pour pouvoir arriver à mes fins. Ici, j'ai repris les secteurs que vous avez vus à gauche. Donc là, si on regarde, ça vient de la colonne E7. Donc c'est typiquement ce qu'on avait complètement à gauche, que je vous ai déjà présenté. Ici, vous avez les allocations correspondantes. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire le petit anneau qui est juste à côté pour voir un peu la répartition en fonction des secteurs, du poids de chacune de mes actions. Donc pour faire ça, j'ai fait un regroupement. Donc c'est-à-dire par exemple que là, si vous regardez là, vous avez 2 technologies, finalement technologie s'est transformée en une seule entrée dans le tableau. Et là, ça correspond à la somme de ces 2 quantités-là. Pareil pour l'industriel. L'industriel que vous trouvez là, vous avez la somme de ce qui est là. Et ça, c'est fait avec cette fonction-là. Alors, encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fonction. C'est ni plus ni moins que du requêtage type SQL de base de données. Voilà. Là, à la limite, si vous ne pouvez pas prendre la tête, vous recopiez la ligne et vous faites les adaptations qui vont bien. Voilà. Et à partir de ça, je détermine tous les poids. Et une fois que j'ai tous mes poids, eh bien, j'ai une belle représentation de la diversification de mon portefeuille. Et si par exemple, dans ce portefeuille, vous apercevez que vous avez une couleur qui représente plus de la moitié, par exemple, de ce graphique, et bien à ce moment-là, il faut peut-être penser à vendre, à réajuster, à redistribuer, etc., pour avoir toujours une très très bonne diversification et suivre au mieux les indices. Donc voilà pour le secteur. Alors maintenant, on va aller un cran plus loin. On va regarder comment on calcule les corrélations. Alors pour calculer les corrélations entre les différents éléments, alors juste parce que là ça peut peut-être faire un peu peur, mais le but c'est d'arriver à ça, arriver à ce graphique. Donc, alors pour arriver à ce graphique-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, j'ai positionné plusieurs indices de référence. Donc là, on a le Dow Jones, on a le Nasdaq, on a le SP500, etc. Et à partir de ces différents indices, eh bien, j'extrais les différents cours. Alors ces cours, donc toujours pareil, en utilisant Corifinance et
en utilisant Google Finance pardon, et en faisant du requêtage à l'intérieur de Google Finance, entre deux dates, la start date et la date d'aujourd'hui, sur un data range. Alors la start date, il apprend où? Alors, ce serait bien qu'il enlève ça, voilà. La start date, il apprend là. Donc là, c'est le 28 mars 2023. Ici, on a la période. La période, si je mets 0, ça veut dire que ça correspond à des jours. Si je mets 1, ça veut dire que ça correspond à des semaines. Et ici, c'est la range. Donc, dans la configuration qui est là, j'ai mis 0 sur la période, donc ça va être des jours, et 200 sur le range, donc ça veut dire que je veux une période de 200 jours à partir du 28 mars 2023. Donc typiquement, on voit bien que le 28 mars 2023 démarre là, et là j'ai les cours qui correspondent à 200 jours au-delà de cette période de départ. Alors ensuite ici j'ai mes indices, et là, ici, je viens chercher voilà, les données qui sont dans mon portefeuille. Donc là on a la A7, là c'est juste en dessous, voilà, là c'est la LO, on se souvient, hein, il y avait la Citigroup, là il y a la LO, il y a la Renticom, etc., etc. Également je sors tous les cours, et une fois que j'ai toutes ces données là, qu'est-ce que je fais? Je fais un calcul intermédiaire qui me permet de déterminer tous les gains, journaliers, en prenant comme jour de référence le premier jour que j'ai spécifié dans la data row. Donc, si je prends le gain du 28 mars par rapport au 28 mars, bah, tout le monde est à 0, ça c'est bien évident. Puis après, si je prends le gain du 29 mars par rapport à 28, bah, le S&P 500 a fait un gain à 42, le Nasdaq a fait un 87, le Dow Jones a fait 1%, le Citigroup a fait un 61, etc., etc. Et de proche en proche, je détermine en fait les gains au fil du temps, sur les 200 jours que j'ai mentionné juste avant. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, voilà, à partir de ça, je peux tracer mes courbes. Donc là, j'ai mis en gras en fait tous les grands indices. Donc là, on a le Nasdaq, ici, on a le S&P 500, et ici, on a le Dow Jones. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on peut voir comment sont distribuées les évolutions des gains de chacun des actifs qu'on a positionnés dans le portefeuille par rapport à ces fameux indices de référence. Donc là, on voit qu'on a un portefeuille qui n'est pas superbement distribué. Par contre, il a vraiment un gros leader, là, c'est Pure Storage, qui est vraiment en décalage par rapport à tous les indices, entre guillemets, potentiellement de référence. Et on a quand même pas mal d'actions qui sous-performent, notamment la Rintincom, qui est vraiment la retardataire, le code peloton. Ici, on a 3M, etc. Bon, ils ont un procès au cul actuellement, donc je ne suis pas complètement surpris, etc., etc. Voilà, et je pense que j'ai tout écrit. Voilà, là, voilà. Alors ici, en tête, j'ai mis des valeurs qui représentent un peu la moyenne des titres achetés. Par exemple, ici c'est 34. Enfin, on fait. Voilà. Ici, on a la moyenne des achats, c'est-à-dire qu'en moyenne, les titres qu'on a achetés en dessous, bah, ça représente à peu près 204 euros. Ici, on a le gain total, donc je rappelle, c'est le gain qui est positionné ici. Ça, voilà, ça on l'a déjà vu. C'est le montant investi dans les actions. Et ça, c'est le gain moyen du jour. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors si c'est quelque chose qui vous branche, bah, n'hésitez pas à me mettre quelques petits pouces. Et si vous avez des sollicitations particulières ou vous souhaitez des informations complémentaires, bah, n'hésitez pas à me l'indiquer et puis je vous apporterai tous les détails que vous souhaitez. Voilà.